Le carillon de l'école avait retenti depuis longtemps, mais Mariana ne bougeait pas de son pupitre. Les autres enfants, bruyants et joyeux, s'étaient déjà précipités vers la cour, leur rire résonnant dans le couloir tandis que leurs pas s'éloignaient dans un nuage de poussière et d'écho. Elle, en revanche, restait immobile. Ses bras frêles enlaçaient son cahier contre sa poitrine comme un bouclier fragile. Ses yeux fixaient le sol, pleins d'une honte muette et d'une peur qu'elle ne savait plus nommer. Madame Lucia, l'institutrice, rangeait les cahiers du jour. Elle remarqua l'immobilité de la fillette, cette tension étrange qui semblait la figer dans le silence. D'une voix douce, elle s'approcha. « Tu ne rentres pas chez toi, ma chérie ?» Mariana leva vers elle des yeux humides, pleins d'une détresse trop lourde pour son âge. « Maîtresse, mon grand-père l'a fait encore une fois. » L'air sembla se briser en mille morceaux. Lucia sentit un froid lui courir le long de la nuque. Elle cligna des yeux, tentant de comprendre les mots qu'elle venait d'entendre. « Qu'a-t-il fait, encore une fois ?» demanda-t-elle doucement, redoutant déjà la réponse. « Il dit que c'est un secret, que si je le dis, maman sera fâchée contre moi. » Les mots sortirent à peine, étouffés, comme un murmure qui blessait l'air. Dans la salle de classe désormais vide, le silence pesa d'autant plus fort. Lucia s'agenouilla à la hauteur de la fillette. Elle prit dans les siennes ses petites mains glacées et sentit un tremblement qui n'avait rien à voir avec le froid. C'était la peur, la honte, la confusion d'une enfant prisonnière d'un secret insoutenable. La maîtresse inspira profondément pour retenir les larmes. Elle avait déjà entendu des histoires semblables, des rumeurs venues d'autres écoles, des articles de journaux qu'on préférait oublier. Mais jamais elle n'aurait imaginé qu'un tel drame puisse frapper son propre salon de classe, ce lieu qu'elle croyait protégé du mal. L'horloge au mur indiquait 16h15. Dehors, le soleil déclinait lentement derrière le mur de la cour, teintant de cuivre les vitres poussiéreuses. « Est-ce qu'il t'a fait mal, Mariana ? Est-ce que tu souffres ?» La fillette hocha imperceptiblement la tête. « Quand maman dort, il entre dans ma chambre. » Le cœur de Lucia se serra si fort qu'elle dut détourner les yeux. Elle leva un instant le regard vers le crucifix suspendu au-dessus du tableau noir, cherchant dans cette croix une force qu'elle n'était pas certaine d'avoir. « Ici, tu es en sécurité, » murmura-t-elle. « Personne ne te fera de mal tant que je serai là. » Elle sortit son téléphone d'une main tremblante, composa le numéro de la police et parla d'une voix basse et contrôlée. Elle expliqua la situation, évoqua le danger immédiat, le risque d'un abus répété. À l'autre bout, on lui recommanda de garder l'enfant sous sa protection jusqu'à l'arrivée des agents. Lucia raccrocha et revint près de Mariana. « Je reste avec toi, d'accord ? Je ne laisserai personne t'emmener. » La petite s'accrocha à sa jupe en pleurant. « Je ne veux pas y aller, je ne veux pas retourner avec lui. » Lucia la serra doucement contre elle, sentant son petit corps raide comme une planche. Le couloir bruissait au loin du son d'un balai et de l'odeur sucrée du pain chaud que la vendeuse Rosa proposait chaque après-midi à la sortie. Le monde continuait sa ronde indifférente, ignorant que dans cette salle une confession venait de bouleverser des vies entières. Lucia pensa au protocole, à la directrice Carmen, à l'obligation de prévenir les services sociaux. Mais au-delà des règles, elle pensait à la peur viscérale qu'elle lisait dans les yeux de Mariana, cette confiance douloureuse d'une enfant qui venait de lui confier son enfer. Elle tira les rideaux, ferma la porte et fit asseoir la fillette derrière son bureau. « Reste ici, ma petite. Tu es en sécurité. » Le silence était si dense qu'on aurait pu entendre battre le cœur de la maîtresse. Puis, un coup sec retentit à la porte. « Bonsoir, maîtresse. Je viens chercher ma petite fille. » La voix fit frissonner Lucia. C'était Rogelio. Le grand-père. Elle avala sa salive et répondit d'un ton qu'elle voulut calme. « Aujourd'hui, seuls les parents peuvent venir chercher les enfants, monsieur Rogelio. C'est le règlement de l'école. » L'homme esquissa un sourire tendu. « Sa mère m'a demandé de venir. Je la récupère tous les jours. Allons, Mariana. » La fillette se recroquevilla derrière le bureau, secouant la tête avec violence. À ce moment, la directrice Carmen, alertée par le ton de la conversation, entra dans la classe. « Don Rogelio, peut-être pourrions-nous discuter un instant au bureau ? » « Il n'y a rien à discuter, » répondit-il sèchement. « Je viens chercher ma petite fille et je l'emmène. » Lucia s'interposa, la voix ferme malgré la gorge serrée. « Elle m'a confié des choses très graves, monsieur. Tant que la situation n'est pas éclaircie, elle ne sortira pas d'ici. »
Le sourire de Rogelio se figea, remplacé par une grimace dure. Les enfants inventent des histoires. Vous allez vraiment m'empêcher d'emmener ma propre petite fille? Mariana éclata en sanglots. Ce n'est pas des histoires. Tu entres dans ma chambre. Tu as dit que je ne devais rien dire. Le silence qui suivit fut plus lourd qu'un cri. Carmen baissa les yeux, paralysée par le choc. Lucia, elle, ne bougea pas. Vous ne l'emmènerez pas, répéta-t-elle. Au loin, un grésillement de radio retentit le son métallique d'un talkie-walkie. Des pas rapides approchèrent dans le couloir. 2 policiers entrèrent, observant la scène, la fillette tapie derrière le bureau, la maîtresse devant elle, l'homme debout, les poings serrés. Nous avons reçu un appel concernant un possible danger pour un mineur, annonça l'un d'eux. Rogelio tenta aussitôt de reprendre le contrôle. C'est absurde. Je suis son grand-père. Cette maîtresse invente des choses pour me nuire. La directrice, nerveuse, bredouilla. C'est vrai qu'il vient souvent la chercher. Mais Lucia l'interrompit d'une voix claire et déterminée. Il n'y a aucune erreur. L'élève est venu me parler d'abus. J'ai appelé les autorités parce que je ne pouvais pas la mettre en danger. Les 2 agents échangèrent un regard, puis l'un d'eux s'accroupit devant la fillette. Bonjour, petite. Tu veux partir avec ton grand-père? Mariana secoua la tête avec force. Non. Je ne veux pas. Ces 4 mots retentirent comme une condamnation. Rogelio baissa les yeux, les mâchoires crispées. Les enfants disent n'importe quoi quand ils ont peur, murmura-t-il. C'est cette maîtresse qui lui a mis des idées en tête. L'agent principal prit la parole d'un ton ferme. Jusqu'à ce que la situation soit éclaircie, la priorité est la protection de l'enfant. Lucia sentit enfin l'air revenir dans ses poumons. Autour d'eux, des parents curieux s'agglutinaient dans le couloir, murmurant entre eux. Mariana, toujours blottie contre sa maîtresse, pleurait en silence. Et Lucia comprit alors, profondément, le véritable sens du mot courage, celui de se dresser contre la peur, même quand tout tremble. Mais le calme fut de courte durée. Le couloir résonna à nouveau de pas lourds et assurés. Rogelio, qui avait été escorté dehors, réapparut soudain dans l'encadrement de la porte. Il affichait un sourire faussement aimable, mais ses yeux sombres, durs comme la pierre, disaient tout le contraire. L'odeur âcre de sa vieille eau de Cologne envahit la pièce. « Bonsoir, maîtresse. Je viens chercher ma petite fille, dit-il d'une voix presque chantante. » Mariana, pétrifiée, s'était réfugiée derrière le bureau, serrant son cahier contre elle comme un talisman. Lucia se leva lentement. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses tempes. « Je suis désolé, monsieur Rogelio, mais seuls les parents peuvent venir chercher les enfants. C'est la règle. » Il arqua un sourcil, esquissa un rire bref. « Sa mère m'a envoyé. Je le fais toujours. Il n'y a pas de problème. » Il fit un pas en avant, tendant la main vers la fillette. « Allons, Mariana. » La petite se mit à trembler de tout son corps. « Je ne veux pas partir avec toi. » Un silence brutal suivit, si dense qu'on entendait au loin le bruit d'un ballon heurtant le mur de la cour. Lucia sentit ses jambes faiblir mais trouva la force de parler. Sur le mur, le crucifix semblait la regarder, rappelant que la foi peut aussi être une arme contre la peur. « Monsieur Rogelio, jusqu'à ce que les responsables arrivent, la petite restera ici, dit-elle d'une voix ferme. » La porte s'ouvrit à nouveau, Carmen entra, essoufflée, tentant un sourire crispé pour détendre l'atmosphère. « Don Rogelio, peut-être pourrions-nous en discuter un instant au bureau? » « Discuter de quoi? Répliqua-t-il, sa voix montant d'un ton. « Je vais emmener ma petite fille, et c'est tout. » Mariana éclata alors en sanglots, un cri si pur, si désespéré qu'il glaça tous ceux qui l'entendirent. « Je ne veux pas aller avec lui. » Lucia se plaça devant l'enfant, le corps tremblant, mais la voix ferme. « Elle m'a raconté des choses graves. Je ne peux pas la laisser sortir. » Rogelio la regarda longuement, comme un prédateur déconcerté par la résistance de sa proie. Mais cette fois, Lucia ne baissa pas les yeux. Quelques instants plus tard, les policiers revinrent. Rogelio fut conduit hors de la salle. Mariana, blottie contre l'épaule de sa maîtresse, sanglotait encore. Lucia sentit son propre corps se détendre, une fatigue lourde, brûlante, tomber sur elle comme une pluie après la tempête. Dans le couloir, le soleil couchant projetait des rayons dorés à travers la poussière en suspension.
La journée touchait à sa fin, mais pour Lucia et Mariana, quelque chose venait de commencer, la lente reconstruction de la confiance, la promesse silencieuse que, désormais, plus personne ne réduirait leur voix au silence. Et quand les sirènes s'éloignèrent dans la rue, Lucia prit la main de l'enfant et murmura. « Tu as été très courageuse, Mariana. Tu viens de sauver ta propre vie. » Mariana leva vers elle un regard hésitant, puis, pour la première fois depuis longtemps, esquissa un sourire fragile, presque imperceptible le premier pas vers la lumière. Le serment de la maîtresse Lucia. Pendant un long instant, Rogelio la fixa sans dire un mot, comme un prédateur jaugeant sa proie. Son sourire s'effaça, remplacé par une dureté glaciale. « Maîtresse, ne racontez pas d'histoire. Les enfants disent n'importe quoi. Vous ne savez pas avec qui vous vous mêlez. » Ces paroles tombaient comme des lames fines, un avertissement enveloppé de politesse. La directrice Carmen, pâle et nerveuse, tenta d'apaiser la tension. « Maîtresse Lucia, peut-être devrions-nous appeler la mère et résoudre cela calmement, sans faire d'histoire ?» Mais Lucia ne l'écoutait déjà plus. Son regard restait rivé sur Mariana, recroquevillée derrière elle, le visage ruisselant de larmes silencieuses. Dans le couloir, les murmures montaient, quelques enseignants curieux se penchaient à la porte. « Sortez de cette classe, monsieur Rogelio, je vous en prie, » dit Lucia d'une voix ferme. « Je ne partirai pas sans ma petite fille, » répondit-il à voix basse, si bas qu'elle seule pouvait l'entendre. « Vous regretterez ce que vous venez de faire. » Un frisson parcourut Lucia, mais elle tint bon. À cet instant, le vrombissement d'une radio de police se fit entendre à l'extérieur. 2 agents pénétrèrent dans la salle, observant la scène avec gravité. « Nous avons reçu un appel signalant une situation à risque impliquant un enfant, » dit l'un d'eux d'un ton calme. « Nous devons vérifier. » Rogelio redressa la tête, outré. « C'est insensé. Je suis son grand-père. Cette maîtresse invente des histoires pour se donner de l'importance. » Lucia ne recula pas d'un pas. « Je n'invente rien. La petite m'a demandé de l'aide. » Mariana, d'une voix tremblante, murmura. « La maîtresse ne ment pas, c'est vrai. » Un silence lourd tomba sur la pièce. Les policiers échangèrent un regard entendu, celui de ceux qui ont déjà perçu la vérité derrière les apparences. Le plus jeune s'agenouilla près de la fillette. « Mariana, veux-tu partir avec ton grand-père » La tête de l'enfant fit non, lentement, avec désespoir. « Je ne veux pas, je ne veux pas. » Ce cri étouffé résonna comme un coup de tonnerre dans les cœurs présents. Rogelio se tourna vers la directrice. « Carmen, dites-leur que c'est un malentendu. Vous savez bien que je viens toujours chercher ma petite fille. » La directrice hésita, la voix tremblante. « Oui, c'est vrai, officier. Il vient souvent. »« Pas aujourd'hui, » trancha Lucia. « Pas après ce que la petite m'a confié. » L'officier principal hocha la tête. « Ne bougez pas. La vérité est la seule protection qu'elle ait. » Rogelio recula, le visage dur comme la pierre. « Vous me diffamez. » Mais cette fois, la présence de la loi brisait son pouvoir d'intimidation. Au dehors, des parents et des enfants s'étaient attroupés derrière le portail, observant la scène, les apparences se fissurant sous leurs yeux. Lucia comprit alors que ce qu'elle venait de faire dépassait un simple acte de courage, c'était le premier pas d'une guerre silencieuse. Quand la voiture de police s'éloigna, le rapport en main, Lucia sentit ses jambes trembler. Mariana s'accrochait à elle, les yeux gonflés de larmes. « C'est fini, » murmura-t-elle. « Tu es en sécurité ici, d'accord ?» Mais au fond d'elle-même, Lucia savait que rien n'était terminé. En quittant l'école, Rogelio, escorté vers la sortie, tourna la tête et lui lança un regard empli de haine, une promesse muette de vengeance. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques » souffla-t-il en passant près d'elle. Lucia inspira profondément. Entre la peur et la foi, quelque chose se noua dans sa poitrine. Elle se souvint des mots de sa grand-mère, « Dieu protège ceux qui protègent les innocents ». Ce n'était pas une maxime pieuse, c'était désormais son encre. Sous la lumière du soir tombant sur la cour vide, tandis que les pas de Rogelio s'éloignaient, Lucia comprit qu'elle avait franchi une frontière invisible. Ce jour-là, elle n'avait pas seulement sauvé une enfant, elle avait choisi de faire face au mal, quel qu'en soit le prix. Le trajet jusqu'à la maison de la famille fut long et silencieux. La voiture de police s'arrêta devant une petite demeure au jardin négligé, aux rideaux tirés. Une ampoule jaunâtre vacillait sur le porche, projetant une lueur maladive sur les murs écaillés.
L'odeur de soupe réchauffée flottait dans l'air, mêlée à la tension ramenée de l'école. Rosa ouvrit la porte, nerveuse, les yeux rougis. Que se passe-t-il? Pourquoi tout ce vacarme? Derrière elle, apparut Esteban, encore vêtu de son uniforme de travail, le front couvert de sueur. Les policiers expliquèrent brièvement, il y avait eu une plainte, une enfant en danger, des mesures de protection à envisager. Rogelio prit aussitôt la parole, feignant la stupeur. C'est absurde. Je suis venu chercher ma petite fille, voilà tout. Cette maîtresse a tout inventé. Rosa se tourna vers lui, la voix étranglée. Papa, de quoi parle-t-il? Rogelio soupira, le ton faussement las. Des malentendus. Les gens parlent trop. Mais derrière la maîtresse, Mariana restait immobile, les lèvres serrées, les yeux pleins de larmes. Lucia expliqua avec douceur ce qui s'était passé à l'école. Elle évita les détails les plus durs, mais fit comprendre la gravité de la situation. Rosa secouait la tête sans cesse, comme si chaque mot la frappait en plein cœur. Non, ce n'est pas possible. Mon père, jamais. Il nous a toujours aidés. Sans lui, nous ne pourrions même pas travailler. Esteban croisa les bras, le regard rivé sur Rogelio. Rosa, regarde ta fille, dit-il d'une voix grave. Tu ne vois pas qu'elle tremble rien qu'à le voir? Rogelio leva les mains dans un geste théâtral. Elle est effrayée parce qu'on la manipule. Cette maîtresse lui met des idées en tête. Les enfants répètent ce qu'ils entendent. Lucia serra les poings, tentant de contenir sa colère. Elle m'a fait confiance. Ce qu'elle dit vient de son cœur, pas de mes mots. Une psychologue, dépêchée par les services sociaux, prit alors la parole. Elle expliqua la procédure, la nécessité de maintenir les distances, de protéger l'enfant jusqu'à ce que tout soit éclairci. Mais Rosa continuait de nier. Il n'y a rien à clarifier. Mariana invente parfois des choses. Sa voix tremblait plus de peur que de conviction. Le silence s'abattit. Dehors, les grillons chantaient, le vent soulevait doucement les rideaux. À l'intérieur, personne n'osait respirer. Cette nuit-là, le silence pesa comme une condamnation. Lucia repartit, le cœur lourd. Avant de franchir le seuil, elle se retourna. Mariana se tenait dans l'ombre de la porte, les doigts crispés sur le chambranle. Ne t'en va pas, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Je reviendrai, je te le promets, répondit Lucia en caressant ses cheveux. Puis elle sortit, laissant derrière elle une maison figée dans une paix mensongère. Le dîner se déroula comme si rien ne s'était passé. Rogelio prit place en bout de table, comme toujours, servant la soupe d'un geste lent et mesuré. Mangeons tranquillement, dit-il d'un ton calme. Mariana baissa la tête, ses mains tremblant sur la cuillère. Esteban la fixait, les mâchoires serrées, incapable de masquer la colère brûlante qui grondait en lui. Rosa, elle, s'efforçait de maintenir une normalité fragile, évoquant des banalités pour briser le silence. Mais le calme n'était qu'un masque. L'air semblait saturé d'une peur rance. À chaque tintement de couvert, Mariana sursautait. Rogelio remarqua son frisson et esquissa ce sourire imperceptible, ce rictus que seule la fillette comprenait. Tu vois, tout va bien, dit-il doucement sans détourner les yeux. Ces mots, pourtant anodins, résonnèrent comme une menace. Dans la chambre, Rosa tournait et se retournait, incapable de trouver le sommeil. Sa tête bourdonnait de doutes et de remords. La voix de Lucia résonnait encore dans sa mémoire, « Votre fille a besoin de protection. » Mais protection contre qui? Contre son propre père? L'idée la déchirait. Elle revoyait les souvenirs, les fois où il l'avait aidée, soutenue, les jours de maladie, les gestes tendres, les bras rassurants. Non, pensait-elle, il ne pouvait pas, et pourtant. À ses côtés, Esteban restait immobile, les yeux ouverts dans l'obscurité. Il savait que leur silence pouvait devenir un gouffre. Rosa parla enfin, la voix cassée. On ne peut pas cacher le soleil avec un doigt. Mariana a peur de lui. Elle se tourna vers son mari, les larmes aux yeux. C'est mon père, Esteban, je ne sais pas quoi faire. Il lui prit doucement l'épaule et murmura. Tu sais très bien quoi faire, protéger ta fille. Les mots restèrent suspendus dans la nuit, lourds, tranchants, irrémédiables. Dehors, le vent s'était levé. La lumière du porche vacillait comme une bougie prête à s'éteindre. Lucia, de retour chez elle, pria en silence,
les mains tremblantes. Elle savait que le lendemain apporterait plus de menaces, peut-être pire. Mais au-delà de la peur, elle sentait grandir une certitude, il existait des batailles qu'on ne choisit pas, elles vous choisissent. Et désormais, elle avait juré de ne plus détourner le regard. À l'extérieur, un chien aboyait dans la nuit, et l'horloge du couloir marquait 2 heures du matin. Personne, dans cette maison, ne trouverait le sommeil. Au lever du jour, la routine tenta maladroitement de recouvrir le chaos de la veille. L'odeur du café et du pain chaud flottait dans l'air, mais elle ne parvenait pas à dissiper la tension qui s'était incrustée dans les murs. Mariana s'habillait pour l'école sans un mot, ses petits gestes mesurés, ses yeux fuyant la silhouette du grand-père assis à la table, feuilletant le journal comme si rien ne s'était passé. Rosa la coiffait en silence, ses mains tremblant à chaque coup de peigne. Esteban, le père, ajusta sa cravate avant de sortir. Il hésita une seconde, se tourna vers Rosa et murmura. « Si quelque chose arrive, appelle-moi tout de suite. » Elle acquiesça sans lever la tête. Rogelio, le grand-père, embrassa sa petite-fille sur le front. Un simple geste, mais suffisant pour la faire frissonner et se reculer instinctivement. Personne ne dit rien. Pourtant, tous virent l'ombre qui passait dans ce contact. Dans ce baiser se concentrait tout le venin d'un mensonge familial. Dehors, le soleil commençait à réchauffer les tuiles, mais à l'intérieur de la maison, un froid plus profond s'étendait, celui du doute, de la peur, d'une vérité prête à éclore au milieu des ténèbres. 2 jours après l'incident à l'école, la procureure convoqua la famille au centre spécialisé du DIF. Le bâtiment, modeste et clair, était décoré de dessins d'enfants collés au mur. Pourtant, dans l'air flottait une lourdeur, faite d'inquiétude et de silence. Lucia, la maîtresse, attendait dans le couloir, serrant une chemise cartonnée contre sa poitrine. Chaque minute lui semblait peser des tonnes. Plus loin, Rosa et Esteban s'étaient assis côte à côte sans se parler. Lui, la mâchoire contractée, elle, les doigts rongés jusqu'au sang, les yeux gonflés par les larmes. Une psychologue, Andrea, femme douce au sourire discret, ouvrit la porte et appela. « Mariana, tu peux entrer quand tu veux. » La fillette se leva lentement, le regard baissé. Elle portait le même chandail rose que le jour du premier interrogatoire, celui qui sentait encore la craie et la peur. Lucia s'approcha, posa une main légère sur son épaule. « Ici, tu es en sécurité, ma petite. Tu n'es pas seule. » Mariana hocha la tête et pénétra dans le petit bureau décoré de dessins d'animaux et d'étagères couvertes de livres colorés. Andrea ne posa pas de questions. Elle plaça devant l'enfant des feuilles blanches, une boîte de crayons neufs, et dit doucement. « Tu peux dessiner ce que tu veux. Personne ne te jugera. » Mariana resta immobile un long moment, le crayon suspendu au-dessus du papier. Dans la pièce voisine, une imprimante bourdonnait. Puis, lentement, la pointe du crayon se mit à glisser, une chambre, une porte entr'ouverte, une silhouette masculine, beaucoup trop grande, à côté d'un petit lit. Quand elle eut fini, elle repoussa la feuille du bout des doigts. Andrea la regarda en silence. « Qui est cet homme » demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. Mariana baissa la tête. « C'est mon grand-père. Il entre quand maman dort. » La psychologue inspira profondément, tentant de masquer l'émotion qui lui montait à la gorge. « Et, que fait-il, quand il entre » Mariana serra la feuille jusqu'à la froisser. « Il dit que c'est un secret. Que si je le dis, maman se fâchera contre moi. » Dans la pièce d'un accent grave côté, Esteban ferma les yeux, ses poings crispés jusqu'à blanchir. Rosa, elle, secouait la tête encore et encore, murmurant. « Non, non, les enfants rêvent, ils inventent, ils ne savent pas distinguer. » Sa voix tremblait, noyée de larmes. La séance dura plus d'1 heure. Andrea prit des notes, choisissant ses mots avec précaution, peur, secret, figure masculine, confiance brisée, traumatisme. Puis elle s'agenouilla devant la fillette et lui caressa doucement les cheveux. « Tu es très courageuse, Mariana. Tu n'as rien fait de mal. » L'enfant ne répondit pas, ses yeux fixant un point invisible, déjà trop vieux pour son âge. Quand elle sortit du bureau, Lucia se leva d'un bond. Mariana courut vers elle et se réfugia dans ses bras. « C'est fini, ma chérie » murmura l'enseignante. « C'est fini. » Mais au fond d'elle, elle savait que rien n'était terminé. Dehors, les officiers rédigeaient leur rapport. Le verdict était clair, tout indiquait un abus, mais les preuves manquaient encore. On ne peut pas encore éloigner légalement le grand-père,
dit le fonctionnaire d'une voix glaciale. Et d'ici là, demanda Lucia. Surveillance renforcée. L'enfant ne doit jamais rester seul avec lui. Ce fut peu, mais c'était déjà quelque chose. Lucia nota tout, déterminée à ne pas lâcher l'affaire. Sur le trajet du retour, le silence emplissait la voiture comme un poids. Mariana s'était endormie, épuisée. Rosa fixait la route, les yeux vides, se répétant que rien de tout cela ne pouvait être vrai. Esteban, les mains crispées sur le volant, contenait sa colère. « Tu crois encore que tout ça est une invention ?» demanda-t-il. « C'est mon père » répondit Rosa d'une voix brisée. « Je ne peux pas y croire. »« Eh bien, crois-le, Rosa. Notre fille ne ment pas. Son regard ne ment pas. » Elle détourna les yeux. Quand ils arrivèrent, Rogelio les attendait à la porte, impeccable, le sourire tranquille. « Alors ? Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il d'un ton léger, comme s'il parlait d'une visite chez le médecin. Personne ne répondit. Mariana descendit lentement de la voiture et se cacha derrière sa mère, tremblante. Le grand-père posa une main affectueuse sur sa tête. « Tout ira bien » dit-il doucement. Ces mots, si polis en apparence, sonnèrent comme une menace voilée. Lucia, restée sur le trottoir, sentit un frisson glacé lui parcourir la nuque. Elle savait que le danger n'était pas parti, qu'il respirait encore derrière ses murs. Cette nuit-là, Lucia ne dormit pas. Elle resta assise devant le petit crucifix de sa salle à manger, les yeux fixés sur la flamme d'une bougie qui se consumait lentement. Les mots de Mariana résonnaient dans sa tête, la voix brisée, le dessin froissé. Elle pensa à toutes ces histoires étouffées, aux familles qui préféraient le silence à la honte, au poids terrible du camp dira-t-on. À l'école, la directrice Carmen commençait déjà à recevoir des appels de parents inquiets. On demandait si c'était bien le rôle de l'établissement de se mêler d'une affaire aussi sensible. Lucia le savait, les pressions viendraient de toutes parts. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus reculer. Dans le silence de la nuit, entre l'odeur de cire et le tremblement léger de la flamme, elle murmura. « Seigneur, donne-moi la force de ne pas abandonner. » Il n'y eut pas de réponse audible, mais la flamme vacilla, projetant une lueur brève. Lucia y vit un signe. La vérité, même tardive, finit toujours par trouver son chemin vers la lumière. Au matin, le ciel s'était couvert d'un gris uniforme, comme si la ville tout entière partageait l'angoisse qui pesait sur le cœur de la jeune femme. Elle marcha jusqu'à l'école, son carnet serré contre elle, celui qui contenait le dessin de Mariana, plié entre des rapports. Chaque pas lui coûtait. Pourtant, elle avançait. Devant la grille, Rosa l'attendait. Ses bras croisés, ses yeux rougis, sa voix tendue. « Nous devons parler » dit-elle d'un ton sec. « Bien sûr » répondit Lucia calmement. « Mais parlons posément. »« Il n'y a plus de calme possible » s'écria Rosa. « Vous détruisez ma famille. Ma fille ne comprend pas ce qu'elle dit. Vous la manipulez. » Lucia inspira profondément, cherchant à garder la maîtrise. « Je ne manipule personne, Rosa. J'écoute. Et quand une enfant parle avec tant de peur, mon devoir est de la protéger. » Rosa secoua la tête, les larmes montant à nouveau. « Don Rogelio nous a toujours aidés. Sans lui, nous n'aurions même pas de toit. Ce n'est pas un monstre. » Le mot resta suspendu entre elles, lourd, presque sacrilège. Lucia voulut s'approcher, mais Rosa recula, les épaules raides. « Ne vous mêlez plus de nos affaires, maestra. C'est une affaire de famille. » Lucia resta immobile un instant, le cœur serré. Elle savait qu'en prononçant ces mots, Rosa s'enfermait dans une prison invisible, celle du déni. Mais elle savait aussi que la vérité avait déjà franchi le seuil du silence. Et qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, cette maison serait forcée d'entendre ce que l'enfant avait murmuré entre ses larmes. La voix de Rosa se brisa, mais son orgueil la maintint debout. Autour d'elle, quelques parents s'étaient arrêtés dans la cour, feignant l'indifférence tout en tendant l'oreille. « Rosa, ce n'est plus une affaire privée lorsqu'une enfant est en danger, » dit Lucia d'une voix ferme. « Elle a peur. Je l'ai vu dans ses yeux. »« Assez » s'écria Rosa. « Mon père ne lui ferait jamais de mal. Jamais. » La tension était si épaisse qu'on aurait pu la trancher dans l'air. C'est à ce moment que la directrice Carmen arriva, le visage tendu derrière un sourire forcé. « Je vous en prie, baissez la voix. Ce n'est pas le lieu pour discuter de cela. » Lucia, épuisée,
se tourna vers elle. Directrice, cet enfant a besoin de protection. Nous ne pouvons pas fermer les yeux. Ce que nous ne pouvons pas faire, répliqua Carmen à voix basse, c'est salir le nom de l'école dans un scandale sans preuve. La police est déjà informée, laissons-la agir. Lucia resta un instant muette, incrédule. Protéger l'image ou protéger une enfant? Le silence qui suivit pesa lourd. Carmen évita son regard. Maîtresse, cela pourrait vous coûter votre poste. Ce n'est pas une menace, mais un avertissement. Les familles sont furieuses, la direction académique exige des explications. Vous ne pouvez pas affronter cela seul. Lucia sentit sa gorge se serrer. Je ne suis pas seule, dit-elle calmement. Je suis avec la vérité. La vérité ne suffit pas toujours, répondit Carmen en fronçant les sourcils. Rosa profita de cette pause pour reprendre l'avantage, agrippant les mots de la directrice comme une bouée de sauvetage. Vous voyez? Même la directrice le comprend. Vous exagérez, maîtresse. Vous avez bourré la tête de ma fille avec vos idées. Lucia ferma les yeux un instant. Dans son esprit, le visage de Mariana se forma, celui qu'elle avait dessiné, cette porte entr'ouverte, cette ombre qui guettait. L'image la transperça comme une lame. Elle rouvrit les yeux et parla d'une voix basse, mais d'une fermeté nouvelle. On pourra tenter de me faire taire, mais on ne me fera pas douter. Cet enfant m'a fait confiance, et je ne l'abandonnerai pas. Le silence tomba sur la cour. Même les murmures cessèrent. Rosa baissa la tête, ravala un sanglot, prit sa fille par le bras et rentra sans un mot. Mais Lucia savait que la bataille ne faisait que commencer. Cet après-midi-là, la directrice la convoqua dans son bureau. Carmen l'attendait, bras croisés, le visage crispé. Sur le bureau s'amoncelaient des papiers, lettres de parents, courriels de superviseurs, notes de plainte. Maîtresse, la situation nous échappe. Ce n'est plus une question de classe. Certains parents menacent de retirer leurs enfants. Vous comprenez ce que cela implique? Lucia s'assit sans détourner les yeux. Oui. Cela signifie que tout le monde préfère détourner le regard. Mais si je le fais aussi, qui restera pour protéger cette petite? Carmen soupira, exaspérée. Je vous ai demandé de vous concentrer sur l'enseignement. Laissez cette affaire aux autorités. Ce n'est pas votre rôle. Mon rôle, répondit Lucia, c'est de protéger mes élèves. Si je ferme les yeux, je deviens complice. La directrice referma brutalement la chemise devant elle. Alors, assumez-en les conséquences. La conversation s'acheva sans au revoir. Lucia quitta le bureau, sentant le poids du monde lui tomber sur les épaules. Mais à peine franchi le seuil, le son des rires d'enfants dans la cour lui rappela pourquoi elle était encore là. Cette nuit-là, dans son petit appartement, elle s'assit à son bureau et commença à écrire. Un rapport détaillé, précis, méticuleux. Chaque événement depuis le premier jour, chaque mot prononcé, chaque menace. Elle fit plusieurs copies, nota les dates, les noms, les moments où la peur avait tenté de la paralyser. Elle savait maintenant que les agresseurs ne se cachaient pas seulement dans l'ombre, ils savaient aussi tisser des réseaux de silence et de complicité autour d'eux. Sur le coin du bureau, une petite croix de bois reposait à la lueur de la lampe. Lucia la prit entre ses mains et la serra avec force. « Donne-moi le courage de continuer », murmura-t-elle. Le reflet de la croix dans la vitre semblait lui renvoyer sa propre prière. Et dans ce reflet, peut-être illusion ou signe, une faible lumière parut briller, comme une présence discrète. Elle ne savait pas si c'était la foi ou l'espérance, mais cette lueur suffit à rallumer sa détermination. Elle ne céderait pas, même si le monde entier se dressait contre elle. Dehors, la ville dormait, recouverte d'un silence épais. La rue était vide, seulement éclairée par un vieux lampadaire qui grésillait à chaque souffle de vent. Vers 3 heures du matin, Rosa se réveilla en sursaut. Son sommeil, déjà fragile depuis plusieurs nuits, venait de se rompre sans qu'elle sache pourquoi. L'inquiétude rongeait son esprit, la peur de perdre la stabilité, la honte d'avoir douté, la colère contre elle-même. À ses côtés, Esteban dormait profondément, épuisé par les tensions de ces derniers jours. Elle fixa le plafond, l'esprit en désordre. Puis, un craquement léger retentit dans le couloir. Elle se redressa brusquement, retenant son souffle. Un chat, peut-être, pensa-t-elle. Ou le vent qui s'infiltrait par les vieilles fenêtres. Mais le bruit revint, plus net,
plus proche, plus humain. Son cœur s'accéléra. Elle sortit du lit, pieds nus, avançant avec précaution. En écartant légèrement la porte, elle vit quelque chose qui la glaça, l'ombre de son père glissant devant la chambre de Mariana. Il avançait à pas lents, prudent, comme un voleur. Pendant quelques secondes, Rosa resta figée. Son corps refusait d'obéir. Elle le regarda poser la main sur la poignée, ouvrir la porte avec une précaution presque douce, comme s'il craignait de réveiller quelqu'un. Dans la pénombre, sa silhouette paraissait plus grande, plus monstrueuse que jamais. Et dans le silence, Rosa revit toutes les disputes, toutes les dénégations, les paroles de Lucia, les pleurs de sa fille, le dessin de cette porte entr'ouverte, tout se mêla dans sa tête. Une étincelle de lucidité la traversa. « Papa » lança-t-elle d'une voix tremblante. Rogelio sursauta, surpris, mais se reprit aussitôt. « Rosa, ne t'effraie pas, dit-il d'un ton mielleux. Je voulais juste border la petite. » Elle s'était découverte. L'excuse était si absurde que le silence qui suivit en devint terrifiant. Rosa fit un pas en avant, ses jambes tremblant sous elle. « À cette heure-ci » chuchota-t-elle. Les yeux de son père brillaient d'un éclat étrange, sans chaleur. « Les vieux dorment peu, répondit-il. Je voulais simplement la voir. Tu t'imagines des choses. » Sa voix était la même qu'autrefois, mais vidée de toute humanité. Rosa tourna la tête vers la chambre, la porte entr'ouverte laissait filtrer la lumière du couloir, dévoilant un coin du lit. Mariana était recroquevillée sous les draps, immobile, mais ses épaules tremblaient. Elle faisait semblant de dormir. Rosa comprit tout. D'un seul coup, le mur du déni s'effondra. Les mots de Lucia, les larmes de sa fille, le dessin, tout s'aligna dans une clarté brutale. Une bouffée de honte et de rage la submergea. Elle sentit sa peau se hérisser, sa gorge se nouer. Elle se plaça devant la porte, faisant barrière de son propre corps. « N'entre pas, dit-elle d'une voix basse, mais tranchante. Rogelio la fixa, immobile, le visage impassible, les yeux pleins de mépris. « Rosa, tu es confuse. Si tu continues à écouter cette institutrice, tu vas détruire ta famille. »« C'est toi qui l'as détruite, murmura-t-elle. » Il s'avança d'un pas, assez près pour qu'elle sente son souffle âcre, chargé de tabac. « Fais attention à ce que tu dis, ma fille. Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Rosa le repoussa de toutes ses forces, faible mais déterminée. « Ne t'approche plus jamais d'elle. » Le vieil homme la regarda quelques secondes en silence, puis esquissa un rictus, un sourire tordu, plein de dédain. Ses yeux, sombres et vides, semblaient absorber la lumière du couloir. Dans ce face-à-face figé, quelque chose venait de basculer. Rosa n'était plus la fille soumise qui fermait les yeux pour sauver les apparences. Elle était devenue la mère qui se dresse pour sauver son enfant. Et dans le silence oppressant de cette maison, une vérité éclata enfin, non pas criée, mais inscrite dans le regard d'une femme qui, pour la première fois, n'avait plus peur. Cette nuit-là, la maison semblait contenir son souffle. Rosa resta appuyée contre le mur, tremblante, tandis que les pas de Rogelio s'éloignaient lentement dans le couloir. Chaque pas résonnait comme une menace, une certitude amère. Quand la porte de la chambre d'amis se referma, le silence retomba, lourd, presque irréel. Rosa sentit ses jambes céder sous le poids des années d'aveuglement, de honte et de peur. Elle se força à avancer jusqu'à la chambre de Mariana. La petite était éveillée, ses yeux grands ouverts dans la pénombre, les joues encore mouillées. « Maman, il est entré encore, n'est-ce pas » murmura-t-elle d'une voix brisée. Rosa s'assit sur le lit et la serra contre elle sans répondre. Les deux corps se fondirent dans un même sanglot, douloureux et libérateur à la fois. C'était la première fois que Rosa comprenait toute la vérité, le silence aussi était une forme de complicité. En caressant les cheveux de sa fille, elle fit un vœu silencieux, cette nuit serait la dernière où la peur régnerait dans sa maison. Sur la tablette, le petit crucifix suspendu des années plus tôt refléta un éclat discret de lumière, comme si la promesse venait d'être entendue. Rosa ne dormit pas. Elle resta assise jusqu'à l'aube, les yeux perdus dans la pâleur du jour naissant. Dehors, les oiseaux commençaient à chanter d'une voix faible mais nouvelle, comme si le monde se remettait lentement en marche. Dans le salon, l'horloge marquait 5h30. Le parfum du café se mêlait aux souvenirs encore brûlants de la nuit. Esteban dormait profondément, inconscient du gouffre qui venait de s'ouvrir sous son toit. Rosa l'observa un instant. Son visage paisible la révolta.
Puis elle tourna la tête vers la fenêtre, les rideaux bougeaient doucement sous la caresse du vent, et pour la première fois depuis des années, elle ne ressentit ni peur ni honte, mais une détermination calme et froide. Elle se leva, marcha jusqu'à la chambre de Mariana. La fillette dormait enfin, son petit ours serré contre elle. Rosa remit la couverture sur ses pieds, avant de quitter la pièce, déposa sur la table de nuit la croix qu'elle portait toujours à son cou. « Que ce soit lui qui veille sur toi, murmura-t-elle, moi je vais tout arranger. » Dans le couloir, elle s'arrêta devant la porte de son père. Fermée, muette, pesante comme un tombeau. Elle y vit encore son ombre, mais quelque chose avait changé, cette ombre n'avait plus de pouvoir. Rosa se dirigea vers la cuisine et ouvrit les fenêtres. La lumière du matin entra d'un coup, violente, presque douloureuse, mais porteuse d'une clarté neuve. Elle inonda chaque recoin, dissipant le brouillard des secrets. Dans cette clarté, Rosa sentit que la guérison commençait. Quelques heures plus tard, la maison retomba dans un calme étrange. Esteban ronflait dans sa chambre, indifférent, tandis que Rosa, épuisée, s'était enfin assoupie sur le canapé. Seule Mariana restait éveillée. Les yeux fixés au plafond, elle écoutait le silence, redoutant d'entendre à nouveau ses pas qui, chaque nuit, la glaçaient d'effroi. Depuis que sa mère s'était affrontée à Rogelio, le peur ne s'était pas évanoui, elle s'était seulement tapie, attendant son heure. La fillette serra son ours plus fort contre elle. Dans sa tête résonnait encore la voix douce de la maîtresse Lucia, « Ici, tu es en sécurité. Personne ne te fera de mal. » Mais ici, chez elle, cette promesse ne tenait pas, Mariana le savait. Elle savait, malgré ses 7 ans à peine, que si elle restait, quelque chose de terrible recommencerait. Alors, d'un geste décidé mais tremblant, elle prit sa petite sacoche d'école décorée de papillons, y glissa son cahier et un pull. Elle se leva sans bruit. Les planches du sol craquèrent sous ses pieds nus, et elle retint son souffle, immobile. Puis elle s'approcha de la fenêtre, celle-là même où la lune venait se poser chaque nuit. Le vent froid la frappa au visage lorsqu'elle l'ouvrit. Dehors, la rue semblait immense et vide, mais au fond d'elle, une voix lui soufflait que c'était le seul chemin possible. Elle se hissa maladroitement sur le rebord, glissa, et tomba à genoux sur l'herbe humide. L'air sentait la terre et la pluie ancienne. Elle se redressa et marcha pieds nus à travers le jardin, se retournant sans cesse, craignant de voir surgir sa silhouette depuis les ténèbres. Rien ne bougeait, pourtant la peur s'accrochait à sa peau comme une ombre vivante. Le portail était fermé par un cadenas rouillé. Elle grimpa, s'écorcha les bras, et retomba de l'autre côté, haletante. Les larmes coulaient sans qu'elle puisse les retenir, mais elle ne s'arrêta pas. La rue était déserte. Au loin, un chien aboyait, et le bruit d'une moto solitaire traversait la nuit. La fillette serra sa sacoche contre elle et se mit à marcher, sans direction, guidée seulement par l'instinct de fuir. Les lampadaires clignotaient par zones, laissant de longues bandes de ténèbres entre chaque halo de lumière. Le froid mordait ses pieds, mais elle avançait, obstinée, répétant dans son cœur un seul mot, école. C'était le seul endroit où elle avait ressenti de la sécurité. Elle se souvenait du parfum de la craie, du rire de ses camarades, de la voix de Lucia lui promettant protection. Cette voix devint son étoile. Elle marcha longtemps, jusqu'à distinguer la silhouette du bâtiment à la fin de la rue. Tout était noir, fermé, mais son cœur battait d'espoir. Elle courut jusqu'à la grille et frappa de toutes ses forces. « Ouvrez-moi. S'il vous plaît. Ouvrez. » Sa voix frêle résonna dans la nuit, pleine de panique et d'espoir mêlés. Les coups répétés finirent par réveiller don Joaquin, le vieux gardien, assoupi dans sa guérite. Il se redressa, frotta ses yeux, surpris. « Qui est là ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Lorsqu'il s'approcha et reconnut la petite silhouette tremblante, son cœur se serra. « Mon Dieu, Mariana! Que fais-tu ici à cette heure? Tu t'es enfuie de chez toi ?» La fillette hocha la tête, sanglotant. « Appelez la maîtresse Lucia, je ne veux pas rentrer, il est encore entré dans ma chambre. » Les mots la brisèrent en deux. Don Joaquin sentit la gorge se nouer. Sans hésiter, il saisit le téléphone de la guérite et composa le numéro d'urgence des enseignants. « Maestra Lucia? Pardonnez-leur, mais... Mariana est ici. » « Oui, elle vient de s'enfuir. » À l'autre bout du fil, la voix de Lucia tremblait. « J'arrive tout de suite. » 15 minutes plus tard, un moteur brisa le silence. La voiture de la maîtresse s'arrêta devant la grille.
Lucia en descendit précipitamment, encore en pyjama, un manteau jeté sur les épaules, les yeux rougis d'inquiétude. « Mariana !» s'écria-t-elle en courant vers la grille. La fillette lâcha les barreaux et se jeta dans ses bras. « Je n'en peux plus, maestra, ne me renvoyez pas chez moi, je vous en supplie. » Lucia la serra contre elle, les larmes aux yeux. « Chut, ma chérie, tu es en sécurité maintenant. Personne ne te fera plus de mal. » Elle la fit entrer, la couvrit d'une couverture et lui donna un peu d'eau. Don Joaquin regardait la scène, bouleversé, conscient d'assister à quelque chose de bien plus profond qu'une simple fugue, c'était la quête d'un refuge, la recherche d'une main qui croit. Lucia prit à nouveau le téléphone, cette fois d'une voix ferme. « Ici la maîtresse Lucia Morale. La fillette du dossier précédent est avec moi. Elle s'est enfuie de chez elle. Elle dit que son grand-père est retourné dans sa chambre. Nous avons besoin d'une patrouille immédiatement. » Pendant qu'elle parlait, Mariana s'était blottie dans son giron, les paupières lourdes. À travers la fenêtre, Lucia crut apercevoir une lueur étrange dans la cour, une silhouette immobile, presque translucide, se tenant sous la pluie, regardant vers elle. Était-ce une illusion née de la fatigue? Peut-être. Mais une paix soudaine l'envahit, comme si une main invisible s'était posée sur son épaule et lui avait soufflé, « Fais ce qui est juste. N'aie pas peur. » Lorsque les gyrophares bleus de la patrouille illuminèrent la rue, Lucia sut que cette présence n'était pas un hasard. Les miracles ne se montrent pas toujours dans la grandeur, mais dans le courage silencieux de ceux qui choisissent de protéger l'innocence. Une enfant qui osa fuir. Une enseignante qui refusa de se taire. Dehors, la lumière grise de l'aube glissait à peine sur les toits lorsque deux policiers descendirent de leur véhicule et frappèrent à la porte. Ce matin-là, l'histoire de Mariana ne pouvait plus être cachée. Ce qui n'avait été qu'un murmure timide dans une salle de classe s'était transformé en un cri puissant, un cri que plus personne ne pourrait jamais faire taire. Le téléphone sonna dans la maison des Ramirez. Rosa sursauta, le cœur battant si fort qu'il lui sembla qu'il allait éclater. « Madame, » dit une voix ferme à l'autre bout du fil, « votre fille a été retrouvée seule à l'école. Elle est en sécurité, mais nous avons besoin que vous veniez immédiatement. » Rosa resta un instant interdite. Les mots flottaient, irréel, entre la peur et le sommeil interrompu. « Seul? À l'école » répéta-t-elle. « Oui, madame. L'institutrice, madame Lucia, est avec elle. Elle a déclaré que l'enfant avait fui la maison. » Le combiné glissa de sa main. Elle courut jusqu'à la chambre d'Esteban, le secoua avec panique. Mariana s'est échappée. Elle est à l'école. Il bondit du lit, la stupeur dans les yeux. Quoi? En quelques secondes, ils s'habillèrent à la hâte. Rosa, les doigts tremblants, boutonnait sa blouse lorsqu'une porte grinça derrière elle. Rogelio, les cheveux en désordre mais l'allure toujours tranquille, apparut dans le couloir, une tasse de café à la main. « Pourquoi tous ces cris » grommela-t-il. « Cette gamine dramatise, elle reviendra. » Ces mots furent l'étincelle. Rosa le regarda comme si elle le voyait pour la première fois. « Un drame ? Elle a 7 ans, papa. Et elle s'est enfuie en pleine nuit. » Rogelio posa lentement sa tasse sur la table. « Toujours la même, Rosa. Tu exagères depuis que tu es enfant, tu vois des tempêtes dans un verre d'eau. » Esteban s'approcha, les poings serrés. « Taisez-vous. Ne lui parlez plus sur ce ton. » Le vieil homme esquissa un sourire sec. « Et toi, tu viens ici pour me donner des ordres? N'oublie pas que c'est sous mon toit que tu vis. » Esteban inspira profondément, tentant de se contenir. Assez. Plus de menaces, plus de mensonges. Rosa, la voix brisée, fit un pas en avant. « Je t'ai vu, papa. Je t'ai vu entrer dans la chambre de Mariana cette nuit-là. Tu ne peux plus le nier. » Rogelio demeura figé, le sourire suspendu, avant de soupirer avec un calme fin. « Ma fille, tu es confuse. Cette institutrice t'a lavé le cerveau. » Rosa tremblait. Elle n'a rien inventé. Elle a simplement entendu ce que toi tu as voulu cacher. Esteban pointa un doigt accusateur. « Lâche. Tu utilises ton autorité, ton argent, ton image d'aïeul respectable pour couvrir ta pourriture. Mais c'est fini. » Le vieillard fronça les sourcils, le ton paternaliste s'effaça. « Attention à tes paroles, garçon. Cette maison existe grâce à moi.
Si je le veux, demain vous serez tous à la rue. La menace tomba comme une gifle. Rosa éclata en sanglots, puis, entre deux hoquets, trouva une force nouvelle qu'elle ne se connaissait pas. Je m'en fiche. Je préfère vivre dans la rue plutôt que de continuer à me taire. Rogelio fit un pas vers elle, levant la main dans un geste d'autorité, mais Esteban s'interposa aussitôt. N'y pense même pas. Le silence devint électrique. On n'entendait plus que la respiration lourde des trois. Soudain, la sonnette retentit, 2 coups secs, nets, qui résonnèrent dans toute la maison. Esteban ouvrit la porte, 2 policiers se tenaient là, accompagnés d'une travailleuse sociale. « Nous venons pour la mineure », annonça l'un d'eux. « Nous devons parler avec les responsables. » Rosa porta les mains à sa bouche. « Où est ma fille ?»« Dans la voiture. »« Elle va bien, mais nous devons établir un rapport et nous assurer qu'elle n'est plus en danger. » Rogelio éclata. « C'est absurde. Vous me traitez comme un criminel à cause des mensonges d'une enfant. » La travailleuse sociale le fixa sans ciller. « Monsieur, nous ne sommes pas ici pour débattre. Nous devons simplement garantir la sécurité de l'enfant. » Derrière les agents, Lucia apparut, le visage pâle mais déterminé. « Elle va bien, dit-elle en entrant. Mais elle ne reviendra pas tant que tout ne sera pas éclairci. » Rosa s'élança vers elle. « Où est-elle » Un peu effrayée, mais calme. « Elle est avec moi. » Rogelio lâcha un rire moqueur. « Quelle noble institutrice. Vous vous prenez pour une héroïne, maintenant ?» Lucia soutint son regard sans faillir. « Je ne suis pas une héroïne, monsieur. Juste quelqu'un qui a décidé de ne plus se taire. »« Et qu'avez-vous gagné ?» gronda Rogelio. « Vous avez détruit une famille. »« Non, » répondit-elle, « j'ai sauvé une enfance. » Ces mots flottèrent dans l'air, lourds et définitifs. Esteban, la voix vibrante de colère contenue, ajouta. « Le DIF a été prévenu. Vous n'aurez plus le droit d'approcher Mariana. » Rogelio se tourna vers lui, le regard glacé. « Vous allez le regretter, tous autant que vous êtes. » Le policier le plus âgé s'avança. « Monsieur Rogelio, si vous continuez à proférer des menaces, nous serons contraints de vous placer en garde à vue. » Le vieillard leva les mains d'un air faussement pacifique. « Je disais juste, rien de plus. » Mais son visage trahissait désormais ce que sa bouche voulait cacher, la peur. Sa façade d'homme respectable se fissurait. Pendant que les agents interrogeaient Rosa et prenaient des notes, Rogelio se retira dans un coin, marmonnant entre ses dents. « Tout ça, c'est la faute de cette maudite institutrice. » Lucia l'entendit, mais resta muette. Ces mots n'avaient plus d'importance. Dehors, une voiture de police attendait, moteur allumé. La travailleuse sociale expliqua d'une voix douce que Mariana serait temporairement placée dans un centre de protection pour enfants, le temps de l'enquête. Rosa s'effondra sur le canapé, sanglotant. « Je ne veux pas qu'on me l'enlève. » Lucia s'agenouilla à ses côtés, lui prit la main. « Parfois, protéger fait mal, Rosa. Mais c'est nécessaire. » Esteban, debout près de la porte, acquiesça lentement. « Je préfère la savoir loin, mais en sécurité, que proche et prisonnière de la peur. » Quand les policiers partirent, Rogelio resta immobile, les bras croisés, fixant le vide. Son orgueil brisé lui donnait soudain l'air d'un vieil homme fatigué. Lucia l'observa un instant, pour la première fois, elle ne voyait plus un monstre, mais un homme vaincu par ses propres mensonges. Un souffle de vent entra par la fenêtre entr'ouverte, faisant tinter la petite croix suspendue près de la porte. 3 coups légers contre le bois, comme un signe. Rosa releva la tête. Lucia comprit, la justice, enfin, commençait son œuvre. Le tribunal était plein, ce matin-là. Le bruit des pas résonnait sur le marbre froid, amplifié par les murmures de la foule. À l'extérieur, journalistes et voisins se pressaient pour assister à l'affaire qui avait divisé toute la communauté. Au centre de la salle, 2 silhouettes dominaient la scène. Rogelio, vêtu d'un costume sombre, l'air toujours altier, comme s'il croyait encore détenir le pouvoir. Et Lucia, droite parmi les témoins, serrant contre elle un dossier épais contenant des mois de rapports, de dessins d'enfants, de déclarations, et de prières silencieuses. Dans un coin, Rosa et Esteban restaient côte à côte. La fatigue marquait leurs visages, mais leurs mains entrelacées parlaient d'une solidarité nouvelle. Rosa tremblait sans cesse, et Esteban gardait la mâchoire contractée, résolu à ne plus jamais laisser la peur entrer chez eux.
Le procureur prit la parole, énumérant les chefs d'accusation. Abus de confiance, violence psychologique et physique, manipulation, menace. Chaque mot tombait comme un coup de marteau. Assis à la table de la défense, Rogelio tentait de conserver une apparente sérénité, mais son pied tapotait nerveusement sous la table. Pour la première fois, il paraissait humain, vulnérable, pris au piège de sa propre ombre. Lucia fut appelée à la barre. Elle avança lentement, sentant la moiteur dans ses paumes. Mais son regard, lui, restait clair et fixe. Le juge, un homme au visage grave, lui demanda de raconter les faits depuis le début. Elle inspira profondément. Puis sa voix, d'abord hésitante, prit peu à peu la force d'une marée. Elle parla de cette première journée où Mariana était restée seule après la classe, immobile à son pupitre. De sa peur, de ses yeux qui ne savaient plus mentir. Elle raconta comment le silence s'était transformé en cri, comment elle avait choisi de ne plus détourner le regard. Chaque phrase ramenait à la surface les ombres étouffées de cette maison, les nuits sans sommeil, la culpabilité, le déni. Dans la salle, certains pleuraient en silence. Même le juge détourna un instant le regard, frappé par la dignité de cette femme qui n'avait cherché ni gloire ni vengeance, seulement la vérité. Quand elle termina, un long silence emplit la salle. Rogelio, lui, avait baissé les yeux. Lucia retourna s'asseoir. Rosa lui adressa un regard plein de gratitude. Pour la première fois depuis longtemps, il y avait, au fond de ses yeux rougis, une lueur d'espérance. La justice suivrait son cours. Mais, déjà, quelque chose d'irréversible avait eu lieu, la peur avait cédé la place au courage, le mensonge à la lumière. Et, quelque part, dans le cœur d'une enfant, une promesse commençait à guérir. C'était un vendredi, à la fin des cours. Le soleil déclinait lentement derrière les vitres de la classe, jetant des reflets dorés sur les pupitres vides. Mariana s'était attardée, immobile, les doigts crispés sur le bord de son cahier. Sa voix, à peine un souffle, fendit le silence. « Maîtresse, mon grand-père l'a refait. » Lucia se souvint de ce moment précis, chaque seconde gravée dans sa mémoire comme une brûlure. Devant le tribunal, sa voix tremblait, mais ne fléchissait pas. Elle raconta tout, l'appel à la police, l'arrivée furieuse de Rogelio, les menaces à peine voilées, la fuite sous la pluie, la petite fille tremblante dans ses bras. « Je ne parle pas pour moi, déclara-t-elle. Je parle pour elle. Aucun enfant ne devrait avoir à fuir pour se sentir en sécurité. » Un murmure parcourut la salle d'audience. L'avocat de la défense se leva aussitôt. « Madame, ne pensez-vous pas que votre proximité avec l'enfant ait pu influencer son témoignage ?» Lucia leva les yeux vers lui, droite, indomptable. « Les enfants peuvent rêver, oui. Mais la peur véritable, elle, ne s'invente pas. » Le juge hocha la tête, silencieux. Peu à peu, le brouhaha du public s'éteignit. Les mots de la maîtresse flottaient dans l'air, lourds, irréfutables. Puis ce fut au tour d'Esteban. Sa voix d'abord hésitante se raffermit à mesure qu'il parlait. « Je l'ai vu, dit-il. Cet homme, debout devant la chambre de ma fille à 2 heures du matin. Il a prétendu vouloir simplement la border, mais le regard qu'il avait, je ne l'oublierai jamais. » L'avocat tenta d'insinuer une erreur d'interprétation. Esteban l'interrompit, le visage tendu. « Je n'ai rien à interpréter. Je reconnais le regard de la peur dans les yeux de mon enfant. Le même que la maîtresse a vu. Le même que vous voyez tous ici. » Le silence retomba, lourd comme un verdict. Rosa fut appelée ensuite. Ses pas étaient incertains, ses yeux rougis par des nuits sans sommeil. Le juge la regarda avec compassion. « Madame Rosa, vous aviez été avertie à plusieurs reprises. Pourquoi n'avoir rien fait ?» Elle déglutit difficilement. « Parce que je ne voulais pas y croire. Parce que je dépendais de lui. Parce que j'avais peur de me retrouver seule. Alors, j'ai fermé les yeux. » Sa voix se brisa, et un murmure de tristesse parcourut la salle. Rogelio la fixait avec mépris, mais son silence en disait long, pour la première fois, son autorité n'avait plus de poids. La défense tenta alors de redorer son image. 2 voisins vinrent témoigner. « C'est un homme honorable, dirent-ils. Un grand-père exemplaire. » Il dressait le portrait d'un patriarche irréprochable, d'un pilier de quartier. Mais la procureure riposta. Les preuves s'abattirent comme des pierres, les appels téléphoniques menaçants, une lettre anonyme dont l'écriture coïncidait avec celle de Rogelio, et surtout,
le dessin de Mariana est l'élément déclencheur de toute l'affaire. Voici le véritable témoignage, déclara le procureur en brandissant la feuille. Une chambre, une porte entr'ouverte, une ombre. Cette ombre, c'est l'accusé. Lucia baissa la tête, les larmes lui montant aux yeux. Le juge frappa du maillet. Nous ne sommes pas ici pour juger des apparences, mais des faits. Ces mots furent un coup direct porté à l'orgueil du vieil homme. Dans son siège, ses mains tremblaient. Autour de lui, les visages s'étaient figés entre l'horreur et la compassion. L'image du grand-père bienveillant s'effaçait pour révéler la vérité, celle d'un homme capable de cacher la violence derrière un masque d'affection. La vérité avait changé de camp. À la fin de la journée, le juge annonça que la sentence serait rendue ultérieurement, mais nul ne doutait déjà de l'issue. Dans le couloir, les journalistes se pressaient pour arracher des réactions. Rosa garda le silence. Esteban, lui, prononça simplement. Ma fille n'a pas menti. Lucia sortit la dernière, le crucifix serré dans sa poche. Le ciel s'assombrissait, des nuages lourds s'amoncelaient au-dessus du tribunal. Elle pensa à Mariana, désormais à l'abri dans un foyer, entourée d'autres enfants, suivie par des psychologues. Elle eut un sourire triste. La justice avançait lentement, oui, mais cette fois, elle avançait. Sur un banc, une vieille femme vendait du pain. Lucia en acheta un, le rompit en deux et enveloppa un morceau dans une serviette. Pour quand je la reverrai, murmura-t-elle. Ce geste simple, ce pain partagé, valait toutes les victoires. Chaque acte de bonté était aussi un acte de réparation. Les jours suivants passèrent dans un brouillard d'attente. Le matin du verdict, la ville s'éveilla sous une brume épaisse. L'air froid sentait la pluie. Devant le tribunal, une foule silencieuse s'était rassemblée, curieux, journalistes, voisins, visages familiers et anonymes. Certains priaient, d'autres se contentaient d'observer avec ce mélange de curiosité et de malaise qu'inspirent les drames trop humains. À l'intérieur, l'atmosphère était presque irrespirable. Lucia, pâle mais droite, s'assit au premier rang. Rosa, blême, tenait la main d'Esteban qui fixait obstinément le banc du juge. Le bruit du maillet résonna. L'audience du cas de Mariana Ramirez est ouverte. Escorté par deux agents, Rogelio entra. Costume sombre, cravate stricte, visage fermé. Il tentait de conserver cette posture digne qui avait toujours imposé le respect, mais la crispation de ses mâchoires et le tremblement léger de ses mains trahissaient la peur. Il savait. Il savait que ce jour-là, son nom cesserait d'inspirer la déférence pour devenir synonyme de honte. Le juge commença à lire les conclusions. Sa voix, calme et méthodique, avait la force implacable de la vérité. Les rapports psychologiques, les témoignages et les expertises démontrent l'existence de comportements répétés d'abus de confiance, de manipulation émotionnelle et de maltraitance. Chaque mot résonnait dans la salle comme un coup de marteau. Rosa baissa la tête, des larmes silencieuses glissèrent sur ses joues. Esteban lui serra la main. Lucia inspira profondément. Rogelio, lui, remuait sur son siège, murmurant entre ses dents. Lorsque le magistrat évoqua le dessin de Mariana, pièce maîtresse du dossier, le vieil homme explosa. « Mensonge !» hurla-t-il. « Une enfant ne peut pas me détruire. » « Silence, monsieur Hernandez, ordonna le juge en frappant le bois. Mais Rogelio poursuivit, la voix brisée par la rage. « Tout cela, c'est l'œuvre de cette maîtresse. Elle a monté la tête de ma petite. » Lucia le regarda, droite, sans un mot. Dans ses yeux, il n'y avait ni triomphe, mais une immense fatigue, une compassion douloureuse. Alors le juge prononça, d'une voix grave, la phrase qui mit fin à tout. Au vu des faits, ce tribunal déclare Rogelio Hernandez coupable. Un souffle parcourut la salle. Rosa porta ses mains à son visage et éclata en sanglots. Esteban ferma les yeux pour retenir un cri. Lucia sentit un frisson glacé lui courir dans le dos. Le juge poursuivit. L'accusé est condamné à une peine de réclusion effective. Tout contact avec la mineure est désormais interdit, de même que toute approche de la famille et des témoins. Rogelio bondit de son siège. Vous n'avez pas le droit. Je suis un homme respectable. Vous me devez tout. Deux gardes l'empoignèrent par les bras. Asseyez-vous, monsieur. Il se débattit, mais son autorité s'était dissoute, comme sa voix, réduite à un cri vide. Il chercha du regard sa fille. Rosa. Elle détourna les yeux. Papa, je t'ai défendu si longtemps.
Et tout était vrai. Il voulut répondre, mais sa voix s'étrangla dans un sanglot. Les mots restèrent suspendus, inachevés. Ce silence, enfin, fut sa punition. On le fit sortir entre les flashs des caméras et le murmure des spectateurs. L'homme qui autrefois dominait son entourage n'était plus qu'une ombre courbée, un vieillard brisé. Le juge reprit la parole. Quant à Madame Rosa Hernandez, le tribunal reconnaît sa négligence face aux signes de danger, mais prend en compte sa coopération et son état émotionnel. Rosa hocha la tête, incapable de parler. Elle savait que la culpabilité la poursuivrait longtemps, mais quelque chose, au fond d'elle, s'était allégé, la vérité, enfin, avait été dite. Lucia, elle, sentit les larmes qu'elle retenait depuis des jours lui monter aux yeux. Elle regarda le crucifix dans sa main, le même qu'elle avait emporté la nuit de la fuite, quand Mariana, trempée et terrorisée, s'était réfugiée dans ses bras. Tout était revenu à ce moment-là, le tonnerre, les sirènes, la promesse muette de ne jamais se taire. Dehors, la pluie se remit à tomber, fine, persistante, comme un baptême de lumière grise sur la ville. Lucia sortit du tribunal, leva les yeux vers le ciel et murmura. « C'est terminé, ma petite. Nous avons parlé. » Et dans cette phrase, dans cette pluie, il y avait toute la rédemption possible. Pas la fin d'une histoire, mais le début d'une guérison. Parce qu'un silence brisé vaut parfois plus qu'un cri et que, dans le cœur d'une enfant, la vérité retrouvée est déjà une forme de justice. La salle d'audience était silencieuse, empreinte de ce mélange d'attente et de douleur que seule la vérité peut provoquer. Le juge parla d'une voix ferme mais compatissante, elle suivra une thérapie obligatoire, accompagnée du soutien du service de protection de l'enfance. Rosa, les yeux rougis, hocha la tête en pleurant. Puis la sentence tomba pour le père, quant à Monsieur Esteban Ramirez, la garde provisoire de la fillette lui est confiée, sous suivi psychologique familial. Esteban resta immobile, les mains jointes. Dans son regard, il n'y avait ni triomphe ni vengeance, seulement un immense soulagement. Lucia, debout un peu plus loin, serra son petit crucifix dans sa poche, murmurant une prière silencieuse. Le juge conclut la séance, la justice, même tardive, demeure un acte de réparation et de vérité. Lorsque le marteau frappa une dernière fois, un rayon de lumière perça les lourds rideaux et vint caresser le visage de Lucia. Elle y vit un signe du ciel, la vérité, enfin, sortait de l'ombre. À côté d'elle, Rosa sanglotait en répétant. « J'aurais dû la croire, j'aurais dû la croire. » Esteban la prit doucement dans ses bras. « Tu la crois maintenant. Ce qui compte, c'est que Mariana est en sécurité. » Dehors, la rumeur de la rue reprenait vie. Les journalistes attendaient, avides de déclarations, mais aucun mot ne sortit des lèvres de ceux qui avaient vécu ce drame. Lucia s'éloigna lentement, le pas mesuré, le cœur lourd et apaisé tout à la fois. Dans sa poche, elle retrouva un morceau de pain sucré qu'elle avait gardé quelques jours plus tôt. Elle le sortit, le partagea en deux et déposa une moitié sur la rambarde du tribunal. Un geste simple, une offrande silencieuse, sa manière à elle de remercier Dieu. Dans son cœur, une voix semblait lui souffler, « La vérité te rendra libre. » Au dehors, les nuages s'écartaient peu à peu, laissant passer la clarté du midi. Très vite, la nouvelle se répandit dans le quartier, le grand-père de Mariana venait d'être condamné. Dans les maisons, les conversations changèrent de ton, le chuchotement de la honte céda la place à la réflexion. Certains pleurèrent, d'autres se signèrent. La justice des hommes ne pouvait effacer la douleur, mais elle ouvrait enfin un chemin nouveau. Ce jour-là, la foi cessa d'être un mot et devint une présence. Comme une lumière qui se glisse dans les fissures laissées par la peur, elle commença à guérir lentement les blessures des années de silence. Les mois passèrent. Les rues du quartier retrouvèrent leur calme, les regards cessèrent de fuir. Dans la maison des Ramirez, le silence demeurait, mais c'était désormais un silence doux, habité par la paix. Les petites routines reprenaient leur place, comme des oiseaux revenant au nid. Mariana dormait dans sa chambre, la porte entr'ouverte, une lampe allumée, symbole d'un foyer où il n'y avait plus rien à cacher. Chaque nuit, Rosa traversait le couloir, s'arrêtait sur le seuil et murmurait. « Tu es en sécurité, mon amour ?» Puis elle l'abordait, le cœur apaisé. Au matin, Esteban préparait le petit déjeuner avant de partir au travail. Sur la table, il laissait toujours un mot, « Je t'aime. » N'oublie pas de sourire aujourd'hui. Ces gestes simples étaient devenus leur nouveau langage, celui de la tendresse retrouvée. La thérapie familiale était devenue une habitude. Les premières séances furent éprouvantes, Mariana se taisait,
Rosa pleurait, et Esteban restait figé, craignant de blesser en voulant consoler. Mais peu à peu, les mots reprirent vie. Dans chaque dessin, Mariana déposait une part de son passé et, à la place, faisait fleurir des couleurs, là où jadis régnaient les ombres et les portes fermées, il y avait maintenant des arbres, des soleils, et 3 silhouettes se tenant la main. Lucia venait encore leur rendre visite chaque semaine. Non plus par devoir, mais par affection sincère. Sa présence apportait quelque chose d'apaisant. Mariana accourait vers elle, le sourire timide mais vrai. « Maîtresse, regardez mon nouveau dessin. » Lucia l'enlaçait, sentant à travers ce petit corps la preuve vivante que tout leur combat avait eu un sens. À l'école, l'affaire avait laissé une trace profonde. La directrice Carmen, autrefois obsédée par la réputation de l'établissement, avait changé. Elle instaura un protocole de vigilance et d'accompagnement pour les élèves en situation de risque. Lors d'une réunion pédagogique, elle déclara d'une voix émue. « Plus jamais nous ne garderons le silence. » Lucia, assise au fond de la salle, sentit un nœud se former dans sa gorge. La lutte qu'elle avait menée seule autrefois devenait désormais une cause collective. Mariana, de son côté, était devenue un symbole, une histoire racontée à voix basse dans les couloirs, exemple de courage et d'espérance. Même les parents, auparavant sceptiques, apprirent à regarder autrement les signes dans le regard de leurs enfants. La communauté, jadis marquée par la honte, se transformait lentement en un lieu plus humain, plus attentif. Rosa poursuivait son chemin de guérison. Le sentiment de culpabilité ne disparaît pas d'un souffle, mais elle avait appris à le regarder en face. « Je ne peux pas changer le passé, disait-elle souvent, mais je peux prendre soin de ce qui vient. » À travers les séances, elle apprit à parler de son père sans trembler, à écouter sans peur, à comprendre que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une libération. Esteban restait à ses côtés, silencieux, fidèle, sans reproche. Leur douleur partagée s'était muée en reconstruction commune. Et au centre de tout cela, il y avait Mariana. Son rire, jadis timide, emplissait désormais la maison. Chaque après-midi, on la voyait jouer dans la cour avec un chiot qu'ils avaient nommé Louze Lumière. Chaque course derrière l'animal semblait lui arracher un morceau du passé. Sa psychologue disait souvent: « Les enfants aimés possèdent une capacité miraculeuse à guérir. » Lucia, en la voyant rire, en avait la confirmation. La fillette qui un jour avait frappé désespérément à la grille de l'école demandant de l'aide courait maintenant libre sous le soleil. Un dimanche, Lucia reçut une enveloppe. À l'intérieur, une invitation: « Venez à la maison. Mariana a quelque chose pour vous. » Quand elle arriva, la table du salon était décorée de fleurs des champs et l'air sentait le pain chaud. Rosa, les yeux encore humides, lui dit: « C'est la première fois que nous cuisons du pain ensemble. » Mariana s'approcha, une petite boîte entre les mains, enveloppée de papier bleu. « C'est pour vous, maîtresse. » Lucia ouvrit la boîte. À l'intérieur, un dessin, une maison, un arbre, et dans le ciel une silhouette lumineuse, les bras ouverts. Dans un coin, en lettres maladroites, la phrase « Jésus a pris soin de nous ». Les larmes de Lucia coulèrent librement. Elle s'agenouilla devant l'enfant et la serra contre elle. « Merci, mon ange. » Et dans ce geste, elle comprit que le miracle n'avait jamais pris la forme d'une apparition céleste, mais de gestes humains, un mot de vérité, un acte de courage, une main tendue. Chaque fois que quelqu'un avait choisi de croire, d'aider, de protéger, c'était là que Jésus avait agi. Dehors, le vent soulevait doucement les rideaux et l'odeur du pain emplissait la maison comme une promesse de renaissance. Les saisons passèrent encore. À l'école, on célébrait la fin de l'année. Lucia observait ses élèves alignés dans la cour, fiers et émus. Parmi eux, Mariana se tenait droite, vêtue de son uniforme impeccable, les yeux lumineux. Quand elle reçut son diplôme, elle se tourna vers la maîtresse et murmura: « Je peux enfin dormir sans peur. » Lucia lui caressa tendrement les cheveux. Sous le soleil, les fenêtres du bâtiment brillaient comme des miroirs, et les parents applaudissaient avec ferveur. Rosa et Esteban, main dans la main, regardaient leur fille avec une émotion silencieuse. La vie avait été dure, mais la justice, elle aussi, avait fini par se montrer. Rogelio, le grand-père, purguait sa peine, son nom s'effaçait peu à peu dans les dossiers judiciaires. Celui de Mariana, en revanche, devenait synonyme de courage et d'espoir. Lucia resta un instant seule, le regard perdu dans le ciel. Elle se souvint de cette nuit lointaine où, à travers une fenêtre, elle avait cru apercevoir une silhouette. Un sourire effleura ses lèvres.
Merci, murmura-t-elle. La croix qu'elle portait à son cou capta la lumière du couchant, projetant un éclat doré. C'était comme si le ciel lui répondait, lui rappelant que si la justice des hommes peut tarder, celle de Dieu, elle, ne s'éteint jamais. Devant la porte de l'école, le soleil enveloppait la scène d'une lumière d'or. Mariana courait à travers la cour, ses cheveux flottant au vent. Lucia l'observait de loin, souriante. Une colombe blanche se posa sur la clôture, ses ailes reflétant les derniers feux du jour comme un message silencieux venu d'en haut. Lucia leva les yeux, entre les arbres, elle crut distinguer une forme lumineuse marchant lentement vers l'enfant. Une voix douce, presque imperceptible, sembla murmurer. Là où il y a la vérité, il y a Jésus. Le son se fondit dans les rires des enfants et le chant des oiseaux. Puis l'image s'effaça, ne laissant que la croix de Lucia, suspendue devant le soleil couchant. La voix du narrateur résonna, grave et apaisée. La justice peut tarder, mais elle finit toujours par arriver. Et lorsqu'elle arrive, elle ne libère pas seulement la victime. Elle libère aussi tous ceux qui ont eu le courage de croire. Alors, dis-moi. Et toi, qu'aurais-tu fait à la place de la maîtresse Lucia? Crois-tu encore que la vérité puisse sauver? Abonne-toi pour découvrir d'autres récits où la foi et la vérité marchent main dans la main. Car parfois, une seule décision suffit pour changer un destin.